Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Quand devant la mort, l'amour de la patrie l'emporte, la vérité prend couleur du sang. Quand le sang défie le malheur, il s'offre en fleurs au printemps. L'histoire fait honneur au peuple qui pleure ses enfants. Au chant d'honneur et de la dignité, un hymne de fidélité au cœur. Et sur les lèvres, la fidélité prête serment. C'est dans les moments de vérité que se révèle la nature de chacun de nous et la réalité de notre sens de solidarité. Cet enseignement, nous le tenons de tragédie, comme celle du récent crash de l'avion militaire à Blida, quatrième catastrophe aérienne la plus meurtrière de ces dernières années dans le monde. Héroïque, le pilote instructeur Smail Doussen, né en 1972 à Msila, qui était aux commandes de l'avion, a eu la présence d'esprit, la noblesse de l'âme et la générosité du cœur d'éviter plus de morts et de larmes alors qu'il savait que l'appareil allait s'écraser. Que ce digne fils de l'Algérie des Chouhada et l'ensemble des 257 victimes du crash vivent heureuses au sein de la miséricorde de Dieu et en son vaste paradis. La communion populaire autour des victimes et de leurs familles montre que le peuple algérien sait reconnaître les siens, même au sein de l'institution militaire. Une institution, faut-il le rappeler, qui lui appartient. Ce drame est intervenu 2 jours après la fameuse sortie de Bouteflika. En ce triste spectacle, il nous a été donné de voir un président malade, offert en bouc émissaire aux luttes claniques qui ne cessent de gagner en intensité et de livrer leur indignité au fur et à mesure que le prochain scrutin présidentiel approche. Force est de constater contre l'Algérie du peuple, celle du 2e collège, qui fait face au drame et au malheur, et l'Algérie du régime, celle du 1er collège, qui fait tout pour garder le pouvoir, ses privilèges et les délices de la rente. Le contraste est plus que saisissant. Il est déchirant entre un peuple qui se bat pour faire entendre sa vérité et le régime qui persiste dans le mensonge. Le jour viendra où l'histoire tranchera. Aujourd'hui. Le Monde, en Algérie, la perspective d'un 5e mandat de Bouteflika se précise, par Amir Akef. France 24, sous le choc, l'Algérie pleure les victimes du crash de l'avion militaire à Boufarik, par AFP. Al-Watan, l'accident de l'avion militaire à Boufarik expliqué par un pilote. Personne ne connaît les causes du crash, par Salimat Lemsani. Bonsoir, salam alaikum. Rétro-info de la semaine. On va essayer de traiter des 2 sujets qui ont marqué l'actualité cette semaine. La sortie de Bouteflika à Alger, l'inauguration de Masjid Kchawa et le drame qu'a connu l'Algérie il y a 3 jours de ça. Mes invités, Badis Renissa, représentant Talaya Al-Hurriyat, avec moi sur le studio, Idir Onouran, militant des droits de l'homme, et Faisal Mattawi, journaliste depuis Alger, par téléphone. Idir Onouran, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Monsieur Judy. Merci pour l'invitation. Je tiens à saluer la mémoire des 257 victimes. Nous sommes tous, en tant que population algérienne, atterrés par ce terrible accident. Et je veux dire que je partage fraternellement la peine des familles et des proches de toutes les victimes. Voilà. Merci. Badis Renissa, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation également, et je ne peux que de rebondir sur ce qui a été dit. En mon nom, d'ailleurs, si vous le permettez, au nom de ma famille politique, du parti Talaya Al-Hurriyat et à sa tête Ali Benflis, d'exprimer nos plus sincères condoléances effectivement aux familles des victimes, aux victimes elles-mêmes, et les accompagner autant que faire se peut, en invoquant le Dieu Tout-Puissant de leur accorder le vaste paradis, et puis les élever surtout au rang des martyrs, Inch'Allah, et ainsi qu'à l'institution militaire, bien évidemment. Inch'Allah, merci.
Donc on aura aussi Faisal Matawi, mais on me dit qu'il n'est pas encore joignable. Je commencerai par vous, Monsieur Idi Onouren. On commencera par la sortie de Bouteflika. C'est une sortie où il y a beaucoup de questions, bien sûr, à se poser par rapport à cette sortie. Ça fait longtemps qu'on attendait que le président Bouteflika ait un certain contact avec la population. Quelle est votre lecture par rapport à cette sortie? Cette sortie nous a montré factuellement que le président était fatigué. Et on n'avait pas besoin de cela, alors que nous sommes un pays en pleine tourmente, en pleine incertitude, qu'elle soit d'ordre politique, économique ou social, vu toutes les crispations des corporatismes, des syndicats, etc. Moi, je pense qu'il y a eu une erreur de communication, d'autant plus que sa visite avait été annoncée avec fracas, qui serait là, qui inaugurerait la mosquée Kchawa et la station de métro de Serchouhada, de la place des Martyrs. On a vu un président fatigué, affaibli, et c'est pas très agréable de regarder ça. C'est comme si, est-ce que c'est pas un adieu, je ne veux pas être prémonitoire, mais il me semble qu'on aurait pu faire l'impasse sur cette visite, sachant qu'il était fatigué. Le peuple algérien, surtout la jeunesse, a besoin d'avoir en face de lui, ce n'est pas une attaque ad hominem contre le président, bien, a besoin d'avoir un président vital, qui est en pleine possession de ses moyens. Nous avons trop de soucis d'ordre interne et de géopolitique à nos frontières. Comme vous le savez, on a des crispations et de nature et d'intensité diverses à toutes nos frontières. Cette image montre, hélas, qu'il n'est pas entièrement aux commandes. Il n'est pas entièrement aux commandes. Qu'il n'est pas entièrement aux commandes. C'est physiquement, c'est factuellement. Un président travaille 18 heures par jour, je suis désolé, au vu de la situation que nous vivons, avec les contraintes internes, avec les contraintes externes. Ça nous montre un président très affaibli. Très bien. Bedis Khnissa, quelle est votre lecture? On a vu des images, un président très affaibli, pas aux commandes, comme on dit, en train de dire M. Onouren. Ma pudeur m'interdira effectivement d'aller au-delà de l'analyse platonique de la situation et non pas tomber dans la personnalisation en elle-même, car bien évidemment c'est quelqu'un de souffrant, auquel nous aspirons, Inch'Allah, de bon prompt rétablissement. Maintenant, effectivement, je ne peux m'empêcher, par la même occasion, d'étayer certaines choses qui sont, je pense, palpables aux communs des mortels et aux Algériens qui l'ont vu à travers les images. Les images, je pense, ont été très explicites, très limpides. Quant à la situation, l'état de ce président, effectivement, à mon grand regret, et pour lequel je suis assez dubitatif et circonspect, de voir le fait de circonscrire, réduire le poste de président à un phénomène de foire, qu'on exulte cycliquement à tort et à travers, comme ça, pour montrer certaines choses et faire une espèce d'émulation auprès du peuple pour dire qu'il existe. Je ne pense pas que le poste de président, en matière de prérogatives et constitutionnellement parlant, se réduit à cette fonction-là, ou du moins à ces parades que nous vivons aujourd'hui malheureusement, et qui donnent aussi une image, certes, assez réductrice et assez négative sur l'échelle internationale. Maintenant, il y a un autre aspect également qu'on peut ne pas, en fait, analyser et étayer davantage, c'est ce côté un peu la réflexion, si vous voulez, qui s'impose, c'est justement cette image qu'on donne, mais surtout le vide sidéral qui existe au plus haut sommet de l'État. Donc c'est quelque part une vacance qui ne dit pas son nom. Très bien. Je pense que je veux juste qu'on entende ce qu'a dit M. Sahel, donc ministre des Affaires étrangères, sur France 24 par rapport donc à cette sortie. On entend M. Sahel et on revient à vous. Vous avez cité l'apparition du président. Le président vaque à ses obligations le plus normalement du monde. Il reçoit beaucoup d'invités, d'hôtes. On le voit très rarement en public. Et comme vous l'avez si bien dit et vu, le président donc s'était rendu à Alger, où il a inauguré d'abord la mosquée de Ketchawa, qui est toute une symbolique. C'est une mosquée qui a fait l'objet
d'une réhabilitation depuis ces 4 dernières années. Il a inauguré également l'extension d'une ligne de métro. Il a rencontré la population algéroise. Donc, il va qu'à ses occupations le plus normalement du monde. Mais est-ce que vous êtes favorable à ce qu'il soit à nouveau candidat en 2019 ? Vous savez, le président Bouteflika a pratiquement depuis son arrivée entamé une œuvre grandiose, comment dirais-je, une œuvre grandiose de reconstruction au niveau national. Il faut qu'il la poursuive. Cette œuvre, elle a apporté ses fruits. Aujourd'hui, donc l'Algérie, ce n'est plus l'image qu'on a de l'Algérie des années 90. C'est une Algérie sereine, apaisée, réconciliée avec elle-même, avec son passé, avec son histoire, un pays stable, un pays sûr, et un pays en plein développement économique. Donc cette œuvre, c'est une œuvre grandiose. Cette œuvre, de mon point de vue, doit être poursuivie. Par lui. C'est lui. Monsieur Noir, petit commentaire par rapport à ce qu'a dit M. C'est un public reportage, ça peut se comprendre. Il glorifie le président. Sans être nihiliste, il y a des choses qui ont été faites et d'autres qui ont été très mal faites. L'heure du bilan est arrivée, je pense, après 4 mandatures, de voir exactement où est-ce qu'on en est. Et si jamais il se présente pour le 5e mandat, ce qui n'est pas, à mon sens, une évidence encore. Est-ce que la dernière sortie, là, est-ce que c'est un message pour le 5e mandat? Est-ce que on est dans cette logique ou Oui, on est dans cette logique depuis très longtemps et j'ai eu à le dire ici il y a plus de 5-6 mois, dans le sens où à partir du moment où les Zaouiettes, le président des Zaouïas en Algérie a prononcé qu'il fallait le soutenir, sans ça ce serait une trahison. Ensuite il y a eu des petits groupes informels qui sont membres du comité central du FLN, donc l'IBA, qui ont été rappelés à l'ordre par Jamal Ould Abbès parce qu'il était dans la procédure de validation du mandat, du 5e mandat. C'était à lui de le faire. Les oulémas en ont parlé un petit peu et il faut s'attendre à ce qu'une partie de l'État profond s'exprime aussi, les Moudjahidines, l'UGTA, etc. Ce sera à bonne dose homéopathique. Le souci, c'est... Donc vous pensez que la dernière sortie... le 5e mandat, il est pratiquement... sauf s'il y a une incompréhension. Moi, ce qui me parle, c'est quand on entend M. Lakhdar Brahimi, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui disait... il a toutes ses facultés cognitives. Je le crois sur parole à ce moment-là. Comme a dit notre ami là, une forme de pudeur qui s'installe par rapport à un président, par rapport à son État. Donc, j'ai pas de souci. Mais quand il dit qu'il a réussi aussi à rendre un peu plus civil le pouvoir, donc c'est-à-dire que l'armée a commencé à sortir du champ politique. J'ai des doutes. Ensuite, vous voyez M. Jamal Ould Abbès qui dit il est exclu que l'armée ait un candidat en 2019. Bon, est-ce qu'il faut lier ça à question Hamrouche qui a toujours dit je ne me présenterai pas tant que le président, tant que l'armée aura désigné un candidat. Il y a ça aussi, et toutes ces questions-là ramassées font que peut-être au niveau des décideurs, c'est pas encore fixé et acté. Donc ça laisse pas mal d'ouverture à ce niveau-là, quoi. Très bien. On me dit que Faisal Matawi est avec nous depuis Alger. Faisal Matawi, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Massa al-Khir. Faisal Matawi, on essaiera de commencer avec la sortie de Bouteflika à Alger, donc l'inauguration de Masjid Kchawa. Quelle est votre lecture par rapport à cette sortie? Enfin, c'est une sortie qui est un peu tardive ou retardée, parce que l'inauguration ou la réouverture de la mosquée Kchawa d'Alger, l'ancienne mosquée d'Alger, était prévue pour janvier 2018. Et puis, elle était prévue également lors de la visite du président turc Tayyip Erdogan. Elle a été retardée. Bon, on a vu que le président ne s'est pas adressé directement à la population, sauf en le saluant à partir de la hauteur des escaliers d'une mosquée. Son programme était très réduit, puisqu'il fallait rouvrir 2 lignes de métro qui, elles aussi, devaient être ouvertes en janvier dernier. Et donc, la visite de la mosquée était seulement pour dire que le président est là et que son passage est donc possible.
et que la possibilité donc d'un cinquième mandat est possible, puisque cela est venu quelques jours seulement après les déclarations du Jamil Abbas, secrétaire général du FLN, parlant du cinquième mandat, ou la possibilité d'un cinquième mandat du président Bouteflika, même si lui-même, le concerné, n'a rien dit pour l'instant. Donc vous pensez que la dernière sortie, c'était un message clair pour une possibilité d'un cinquième mandat? Oui, je pense, parce que comme on dit en arabe, c'est-à-dire il n'y a pas de coïncidence en politique. Ça ne peut pas devenir, le président ne peut pas sortir dans la rue ou reprendre la sortie dans la rue quelques jours seulement après une déclaration qui était quand même assez importante, parce que le FLN est le parti du pouvoir, c'est le parti de la majorité parlementaire, et ce parti a beaucoup retardé l'annonce de la possibilité d'un cinquième mandat, ou peut-être que c'est une manière de dire que cette possibilité donc de pouvoir rester en avril prochain, puisqu'il reste aux élections présidentielles, il reste une année, n'est toujours possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il n'y a pas à s'inquiéter sur la santé du président. Et vous avez remarqué que le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Sahel, a multiplié les déclarations ces derniers jours pour dire que le président Bouteflika gouverne le pays, qu'il n'y a pas d'inquiétude à faire sur sa possibilité de gérer le pays. Et le message est bien entendu adressé à la communauté internationale. Faisal Mataoui, on a vu des images d'un président très affaibli, très malade, Rabbi Yashfih. Est-ce que vous pensez, beaucoup parlent des luttes claniques, est-ce que vous pensez que d'autres clans laisseront passer ce cinquième mandat? Je pense que le président lui-même, le président Bouteflika lui-même, n'a rien dit publiquement. Hein. C'est pas lui qui a annoncé qu'il allait se présenter au cinquième mandat, ou qu'il est intéressé par rester au pouvoir, ou qu'il veut aller jusqu'au bout de ses réalisations. Probablement qu'il y a des pressions qui sont faites autour de lui. Parce que vous avez vu que tout le monde parle du bilan. Pourquoi on fait un bilan qui va se présenter pour un président qui va se présenter pour un cinquième mandat? Ahmed Yahya, le Premier ministre, a déclaré tout à l'heure que le bilan qui est établi par le FNL, Front de Libération Nationale, mais également par le gouvernement et par tous ceux qui soutiennent le président Bouteflika, est une réponse à ceux qui disent qui sont interrogés où sont passés les 1000 milliards de dollars. C'était des interrogations qui ont été exprimées lors de la présentation du programme du chef du gouvernement Ahmed Yahya en automne dernier. Mais cette présentation de bilan vise visiblement à présenter le candidat Bouteflika en 2019 pour répondre à ceux qui les critiquent. Il se pourrait bien qu'il y ait un clan ou une partie du pouvoir qui serait contre, mais est-ce que cette partie du pouvoir a suffisamment de puissance pour empêcher un cinquième mandat? On ne le sait pas pour l'instant. Donc, il est possible qu'il y ait une force de l'intérieur qui ne veut pas que le président continue, malgré en raison sur l'état de santé. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore de réponse sur cette possibilité d'empêcher ce cinquième mandat. Monsieur Nouran, je pense que vous avez... Juste pour Monsieur Metaoui, c'est ça? Oui. Vous ne pouvez pas dire, Monsieur Metaoui, que le secrétaire général du FLN et ensuite il s'est déjugé sur la chaîne que l'on critique souvent, le Magharibia, en disant « j'ai appelé à la continuité ». Il faut vous rappeler que M. Abdelaziz Bouteflika a été élu président d'honneur au début du Congrès, chose qui ne se fait jamais. Et deuxièmement, M. Ould Abbas, quand s'est exprimé pour le cinquième mandat, est-ce que vous pensez honnêtement, au-delà des poncifs éculés, que ça renvoyait à sa propre initiative? Je crois qu'à un moment donné, il faut un devoir de vérité, aussi bien pour les populations que pour les gens qui s'intéressent à l'avenir du pays. C'était juste une petite remarque que je voulais faire. Écoutez, la continuité, ça veut dire le cinquième mandat, ça n'a pas notre c'est pas de ça dont il s'agit. Pardon? Il ne s'agissait pas de cela uniquement, en disant que si le président ne s'est pas prononcé lui-même, c'est qu'il n'est pas d'abord actuellement pas en capacité physique de le faire. Vous savez comment ça se prépare une campagne électorale, on laisse des petits cailloux, on laisse des signes, surtout dans un pays qui fonctionne comme l'autre, où on a un système qui est complètement autocratique. Donc il n'y a pas trop de soucis. On connaît que c'est le pouvoir nodal étant l'armée, tout va se situer à ce niveau-là. Et à partir du moment où le FLN, qui en plus
qui a dilapidé tout le capital historique de la révolution algérienne, je suis désolé de le dire, appelle à un 5e mandat. C'est kafkaïen, cette histoire. La parole à vous, Faisal Metaoud. L'Algérie mérite mieux, honnêtement. Des manœuvres, hein, des manœuvres qui se passent dans les appareils. Etc. On entend l'analyse de Faisal Metaoud. Tfadal Faisal. On essaie de dire ce que nous voyons et constatons sur place, c'est-à-dire la déclaration du FLN. Le FLN, elle n'a jamais été un parti autonome, vous le savez, et Jamal Ould Abbas ne l'a jamais été. En tant que secrétaire général du FLN, lorsqu'il le dit, et il est le seul à le dire, vous l'aurez constaté, est-ce qu'il y a d'autres forces politiques proches du pouvoir dans sa périphérie ou de son centre? Est-ce qu'il y a des forces qui n'ont pas le 5e mandat? Il n'y a que le FLN qui le dit. Probablement qu'on lui a demandé de le faire, même si, vous le rappelez, il y a moins d'un mois, ou plus d'un mois, Adel Slebaki, un député du parti, avait parlé d'un 5e mandat. Il a été rappelé à l'ordre sévèrement et même traduit au Conseil des disciplines, avant que ce même Jamal Ould Abbas qui a pris sa décision, c'est lui-même qui se met à parler du 5e mandat et de la continuité. Donc il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur du FLN, où il y a des contradictions sur la manière d'appréhender ce 5e mandat. Est-ce que ce 5e mandat est un projet réel du président Bouteflika et de son entourage? C'est des questionnements qui sont toujours posés, parce que rien ne prouve que, effectivement, le président Bouteflika, 82 ans, malade et absent de la scène politique et publique, sera candidat à sa propre succession en 2019. Il n'y a rien qui l'indique pour l'instant. Très bien. Restez avec nous, Faisal Metaoud. On donnera la parole à Badis Khnissa. À vous, Badis. Écoutez, j'avais évoqué il y a quelques temps de cela, en fait, les pathologies politiques dont souffre la scène politique algérienne et notamment les gouvernants. Et j'en retiens la plus principale, la plus majeure, disons à mes yeux, celle du théâtralisme. Donc aujourd'hui, incontestablement, on le vit bien. Enfin, on le voit bien, que ce soit avec l'intervention de Messahel sur France 24. Effectivement, il est pleinement dans son rôle. Hein. D'ailleurs, même dans un contexte... Je vais vous interrompre, Badis, mais je reviendrai à vous. C'est juste pour vous montrer donc, la vidéo de l'intervention de Ould Abbas sur la chaîne El Magharibiya. Et je vous donnerai après la parole. On regarde la vidéo. في رأيك اللي سارعوا الذين فسروا اليوم ظهور الرئيس في مسجد كتشاوى وفي تدشين مترو الأنفاق في ساحة الشهداء قالوا بأنه هذا علامة مؤشر أنه الرئيس استجاب إلى دعوة جمال ولد عباس والفلان ومؤشر على أنه سيترشح للعهدة الخامسة. شوف، جمال ولد عباس إلى مناضل بسيط الآن أمين عام الحزب فقط. عندنا رئيس الحزب هو السيد الرئيس اللي يقرر هو الرئيس مش جمال ولد عباس. أنا عبرت على، لأن تابعتوا أنتم في المغاربية عندكم كل المعلومات. هذه 6 شهور وانا نجول على كافه الولايات، وعندي الوثائق الرسميه من القاعده اللي طلبت القاعده للسيد الرئيس في استمرار في المهمه نتاعو. اما اليوم راكم شاهدتوا يعني تلاحم ما بين الجماهير وما بين السيد الرئيس. هذا هو الجواب. طيب. Je reviens à vous, Badis. Et oui, ce que je disais, c'est que l'intervention de Messahel, qui est ministre quand même des Affaires étrangères, on dit long sur justement la sémantique aujourd'hui de ce régime, qui, force est de constater, a changé, enfin le contexte a changé radicalement. On parle depuis tout à l'heure du 5e mandat. Pour moi, effectivement, enfin, quand je vois déjà l'état actuel du 4e mandat, je vous laisse imaginer le 5e mandat qui, pour moi, à mon sens, sera exclusivement au profit des forces extra-constitutionnelles. Autant le 4e a été partagé, autant le 5e, il sera exclusivement pour eux. Donc, je m'abstiens justement de tomber dans ce type de pronostic et j'invite d'ailleurs les journalistes en premier lieu d'avoir une certaine analyse plus rigoriste, plus à même de mieux comprendre les tenants, les aboutissants. J'avoue qu'on est dans une scène politique quand même assez singulière, mais les journalistes ont ce devoir, cette obligation de pouvoir, dans ces temps durs et sombres, dans lesquels un avenir peut-être assez sibyllin du pays, qui puisse justement donner l'information au petit peuple qui finalement, lui, a soif d'information et qui s'inquiète. Et c'est légitime. Maintenant, pour revenir sur le 5e mandat, moi je pense qu'aujourd'hui, c'est de l'insolence et de l'indécence de parler du 5e mandat dans l'état actuel du pays, d'une part. D'autre part, quand je vous parlais tout à l'heure du contexte qui a changé radicalement, vous savez, un certain Bouteflika, par le passé, n'aurait jamais, au grand jamais, je pense que vous ne me contredirez pas autour de cette table, évoqué le 5e mandat, ou du moins s'exprimer ouvertement un an avant. On se rappelle de 2014,
La déclaration s'est faite au mois de janvier, il me semble-t-il. Donc vous voyez que le contexte a changé. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est plus, on va dire, les éléments qui gravitent autour du sérail, autour du moi, ce qui pensait être des confidents, essayent tant bien que mal de maintenir cette lutte pour pouvoir conserver, s'en maintenir et surtout avoir cette pérennité d'avantages qu'ils ont actuellement. Mais je ne pense pas que ça vient du plus profond du sérail. Très bien. Monsieur Honorin. Oui, pour abonder aussi un peu dans ce sens-là. Quand on parle d'un 5e mandat, bon, d'abord, il faut faire des bilans. Alors, il faut faire des bilans, pas simplement du président de la République. Encore une fois, je le dis, sans être nihiliste, des choses ont été faites. Il nous faut un bilan comptable. Il faut d'abord parler de notre force économique. Il n'y en a pas. Parler de notre stratégie, notre doctrine diplomatique. Parce que c'est ça un pays aussi. Parler, quand on me dit l'école, etc., parler d'éducation nationale, qui est un gros problème. Parler de la santé, c'est un gros... À tous ces niveaux-là, il faut des bilans. Ça, c'est le premier élément d'analyse. Le deuxième, c'est quoi? C'est un 5e mandat, pourquoi? Pour quel objectif? La mise en perspective du pays sur les 20 prochaines années. Donner le cap. Est-ce que notre doctrine va changer? Est-ce que nos intérêts vitaux et stratégiques vont se conjuguer? Est-ce qu'on va plus se dire notre profondeur africaine est là? Nous sommes un pays méditerranéen et nous ne sommes pas la Méditerranée orientale. Les géographes vous disent nous sommes une Méditerranée occidentale. C'est très important. Il y a la rive nord et il y a la rive sud. C'est toutes ces questions qui intéressent le peuple. Et je rejoins notre ami du... Très bien. Oui. Je le rejoins, juste je termine. Parce qu'à partir du moment où le projet n'est pas là, la mise en perspective n'y est pas. 5e mandat, pourquoi? Quelle est la vision? La vision donc du président de la République pour les 10 prochaines années, ou de moins redonner un cap à ce pays. C'est ça qui est important. Indépendamment de ça, il a soulevé un problème qui est très important à traiter, c'est que le FLN s'est prononcé. En tant que parti majoritaire, s'est prononcé. Le RND ne s'est pas encore prononcé. Par contre, son secrétaire général, je ne parle pas du Premier ministre, je parle du secrétaire général, il a dit, si le président est candidat, je ne me présente pas. Donc ça paraît évident. Mais que sont devenues les petites formations qui gravitaient autour du président? Je parle de TED, je parle du MPA de M. Ben Younes, je parle des petits partis qui ont eu à participer au gouvernement. Ces gens-là ne se sont pas encore prononcés. Est-ce qu'on ne les a pas actionnés? Est-ce que c'est trop tôt? Mais pour en revenir à la question du 5e mandat, je pense que le président est parti trop vite. Il aurait dû attendre encore un peu de temps. Ça va jouer contre sa candidature. Si vous le permettez, juste je rebondis sur le premier point qui a été évoqué, notamment cette méthodologie de bilan comptable ou bilan d'exercice des mandats. Enfin, vous savez qu'aujourd'hui, on est face à des mandats blancs, tout simplement. On n'a pas besoin, je pense, d'épiloguer longuement dessus. Tout à fait. D'une part, parce que c'est du factuel. Et le deuxième point également, un bilan par qui? Pour le peuple. Écoutez, ce régime est démagogue et autoritariste, n'invoque pas et encore moins considère le peuple dans l'équation. Donc, quelque part, aujourd'hui, on a bien vu un certain bilan qui est en train de se rédiger visiblement par le FLN à l'initiative de Ould Abbas, mais c'est de la poudre aux yeux. Voilà, Très bien. Faisal Matawi, je reviendrai à vous. Faisal Matawi, est-ce que l'Algérie pourra éviter le 5e mandat et si elle pourra, comment elle peut le faire? D'abord, je voudrais répondre à la personne qui parlait aux journalistes de faire leur travail d'analyse, d'information. Il me semble que les journalistes algériens le font suffisamment bien. Et parfois, ils rament tout seuls face à une classe politique complètement absente, et je parle de l'opposition ou d'une partie de l'opposition. Et donc, s'il faut dire non au 5e mandat ou dire oui au 5e mandat, c'est d'abord les affaires des politiques, ce n'est pas les affaires des journalistes. Les journalistes sont des observateurs de la scène publique. Maintenant, est-ce que l'Algérie peut éviter le 5e mandat? C'était la même question qu'on posait en 2014 avant le 4e mandat. On disait que le 4e mandat, il y a une partie qui est contre, et même un mouvement qui est constitué à l'époque, c'était le mouvement Barrette. Qu'est-ce qui est devenu ce mouvement aujourd'hui? Où est l'opposition? Où sont les partis qui sont contre le 5e mandat? Est-ce que l'opposition peut présenter des alternatives? J'imagine qu'elle peut le permettre. Quand? Parce qu'il reste maintenant une année avant le 5e mandat. Et je reste convaincu que la décision du 5e mandat peut-être sera prise l'automne 2018 par le président concerné par lui-même,
ou par d'autres partis ou d'autres forces qui ont intérêt à ce que le président reste au pouvoir, malgré son âge et malgré sa maladie, malgré, comme l'a souligné une personne, la voix de l'Algérie qui est éteinte sur la scène internationale, les intérêts économiques et politiques qui sont un peu clairs face à la diversité, face à des menaces intérieures et extérieures. Donc, c'est à l'opposition, c'est à la société civile, ce qu'on appelle les forces vives de la nation, de le dire et de se présenter. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est aujourd'hui. Faisal, restez avec nous, c'est des vraies questions qui posent Faisal Matawi. La société civile, l'opposition, oui, tout à fait. Elle est où cette force vive? Je rejoins un peu M. Matawi quand il dit que l'opposition n'est pas incarnée en Algérie pour le moment, en termes d'opposition, qui construirait un projet alternatif. Mais par rapport aux journalistes, M. Metawi, je suis désolé, il y a des plumes en Algérie, que ce soit Al-Khabar, que ce soit Al-Watan, que ce soit même vous, quand vous étiez Al-Watan, je ne sais pas si vous y êtes encore, je suis désolé, vous devez faire un acte pédagogique sur la société. On a une société civile qui est complètement atomisée, quand elle n'est pas clientélisée, ça c'est un. Vous connaissez aussi l'état profond du pays, c'est-à-dire son état profond. Vous avez un rôle, mais évidemment qui doit être coordonné avec la société civile, avec les politiques crédibles, qui ne sont pas dans des schémas et dans un discours de poncifs éculés. Le monde a changé, M. Metawi, et les jeunes Algériens aspirent à la liberté, aspirent à mieux vivre, aspirent à être bien dans leur pays, aspirent à travailler. C'est toutes ces questions, mais tout ça doit être rassemblé autour d'un projet alternatif au président de la République. Très bien. Est-ce qu'il n'est pas trop tard? La question, c'est celle-là. Très bien. Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Je vous donne la parole, Faisal Matawi. On essaiera de passer au deuxième sujet, donc au drame, à ce drame que l'Algérie a connu. Je vous donne la parole pour répondre, Faisal Matawi. Moi, je pense qu'il n'est pas trop tard. Bien sûr qu'il n'est pas trop tard. Bien sûr qu'il y a des forces vives, des cadres de l'État qui sont contre ce qui se passe. Il y a des opposants qui ont des projets et des visions. Mais il faut, le travail se fait sur le terrain. Il ne se fait pas dans les salons. Il ne se fait pas dans l'opposition sur Facebook, sur les réseaux sociaux et sur les autres formes virtuelles. Le travail doit se faire sur le terrain. Il doit se faire maintenant d'une manière continue. Mais sortir à la dernière minute, 2 jours avant les élections présidentielles pour dire je suis contre le 5e mandat, ce serait vraiment un jeu d'enfant. D'accord. Restez avec nous, Faisal Matawi. J'aimerais juste rétablir une vérité et puis un deuxième point par la suite. La première, c'est qu'il faut rester fidèle à ma déclaration. Moi, quand j'ai parlé, à aucun moment j'ai fait on va dire, voilà, discréditer au fait ce journalisme qui existe aujourd'hui. Moi, j'ai demandé qu'il y a plus de rigueur dans l'analyse en elle-même. Voilà, aujourd'hui, crier sur les toits d'un 5e mandat et tomber dans des pronostics très faciles et des analyses assez platoniques, je pense qu'il faut aller au-delà, ne serait-ce que par respect envers le peuple. Donc, et envers quelqu'un d'ailleurs que je respecte beaucoup, notre interlocuteur en Algérie. Deuxième point, sur l'alternative. Je ne peux pas m'empêcher de parler, vous avez parlé d'alternative. Sachez que, bien évidemment, on parle d'alternative quand on est dans un écosystème propice, adéquat. Aujourd'hui, nous sommes malheureusement dans un environnement qui ne s'y prête pas, ne serait-ce que par l'opposition. L'exercice de l'opposition aujourd'hui ne remplit pas pleinement son devoir pour la bonne et simple raison qu'elle obéit à des muselmans. Enfin, je pense qu'autour de cette table, on conviendrait qu'aujourd'hui, ça relève du miracle de louer une salle ou de débattre avec la population ou exercer une politique de proximité. Donc ça c'est un fait. Donc il faut le prendre dans l'équation. Maintenant, pour l'alternative en elle-même, nous avons cessé de le dire et de le répéter, d'ailleurs avec plusieurs partis, à travers Ali Benflis et le Parti Talal Hurriyet, où nous avons évoqué ce devoir, je dirais, de toutes les forces vives et des sociétés civiles et politiques, et même voir celle du gouvernement, de s'asseoir autour d'une table et dialoguer. Un dialogue national, bien évidemment, un dialogue gagnant-gagnant, un dialogue respectueux, respectable, mais qui, bien évidemment, doit être inclusif et qui amène, en fait, on va dire, à une opposition résolument tournée vers une alternative, construite avec toutes les forces vives, bien évidemment. Très bien. On essaiera de passer au deuxième sujet de notre rétro-info d'aujourd'hui. Donc, le drame qu'a connu l'Algérie. Rabbi yarham shuhada. C'était un drame vraiment qui a secoué toute l'Algérie. Je veux juste qu'on voit cette vidéo. Donc, c'est les parents, c'est la famille, c'est la maman, c'est le père, c'est le frère, c'est la sœur, c'est l'épouse
juste avant d'enterrer donc ses victimes. On essaie de voir cette vidéo. وليدي راه وليد الجزائر ماشي غير هو شحال راه معاه دايم الله ربي يرحمهم ان شاء الله ويثبتهم وهذا واش نقول خويا العزيز وهذوما صحاب ثاني هذوما صحابي هم رباوه هو رباوه خاوتي يعني خاوتي معانا كيف وهذه هي حسيت روحي انا في بلاصتهم حسيت انا دوك والديا حسيت كاش واحد من خاوتي راهو ثم حسيت راجلي حسيت بزاف واش نقولوا ربي ان شاء الله يصبرهم عليهم وربي يرحمهم هذا ما كان انا غادوني بزاف والله غادوني بزاف والله يرحمهم هذا ما غادوني ربي يوسع عليهم يا خو تحس هذا باينه بلي تحس شغل خوك مات يا انا عندي زوج صحابي ماتوا فيها عندي زوج صحابي واحد ديجا داك اللي مات منهم قال لهم بلي رايح ما نوليش ولا قال لهم هكذا يا ان شاء الله ربي يرحمهم ويصبر اهليهم يا سيرتو الميمات يا وعلى بزاف في الجهاد رباطي والدوله ان شاء الله يوقفوا مع العائلات اللي تقاسوا وان شاء الله كشما انا في رايي البلاصه اللي طاحت فيها الطياره نورمالمون يدفنوا تما ويسموها مقبره الشهداء. شوف لا جورني تاع البارح يعني ما تقدريش تصوري يعني تخلعنا كامل لا جورني البارح ماكلين الماكله سماطت الماء باش يجوز صامت ربي يرحمهم ويوسع عليهم ربي يرحمهم ويوسع عليهم. Faisal Mettaoui, je reviens à vous très rapidement. 2 jours donc après la sortie de Bouteflika, le président de la République et aussi ministre de la Défense et chef des armées, cette fois-ci, il a brillé par son absence. Aussi, le Premier ministre Ouihia. Quelle est votre lecture par rapport à ces absences, à leur absence sur les lieux, ou même de faire des déclarations par rapport à ce qui s'est passé? Ahmed Yahya, le Premier ministre, a déclaré aujourd'hui, une conférence de presse, est revenu donc 2 jours après cet événement. Bien sûr que les Algériens auraient aimé qu'ils soient sur le terrain, c'est-à-dire à Boufariq, auprès des familles qui sont éplorées aujourd'hui, 257 familles, et qui sont un peu partout dans le pays. On a vu que il s'agit surtout de familles pauvres, de familles aux ressources très limitées, qui vivent souvent dans les villages et campagnes. C'est donc les enfants du peuple qui sont morts, mercredi 11 avril. Le président Bouteflika a absent sur le terrain, c'est pas nouveau. Et il a communiqué donc à travers le mercredi soir avec ses condoléances aux familles, quelques décisions qui étaient prises. Le vice-ministre de la Défense, le chef d'état-major de l'armée, Ahmed Salah, est parti à Boufariq et également à l'hôpital Aïn Adjou, où il y a eu l'identification des victimes. Mais bien entendu, ce n'est pas suffisant, parce que les Algériens ont aimé que l'autorité politique et militaire soit beaucoup plus présente auprès des familles, auprès des présents. Les Algériens qui ont été choqués, qui sont tristes, qui se posent également des questions par rapport à cet accident, puisqu'ils attendent qu'il y ait une commission d'enquête, ça a été annoncé officiellement, qui disent pourquoi cet avion est tombé, dans quelles circonstances, et pourquoi les familles aient de l'information, toute l'information, bien qu'il s'agisse d'un œuvre militaire et que l'armée a tendance généralement de peu communiquer, même si le ministère fait des efforts ces derniers jours, ces dernières années plutôt, de faire plus de communication, mais uniquement à travers les communiqués. Monsieur Onouran, comment expliquer la gestion des autorités de ce drame? On parle de 257 morts, c'est un drame... C'est une tragédie énorme. Le président de la République a décrété un deuil de 3 jours, ce qui est
la moindre des choses. Le Premier ministre s'est prononcé simplement publiquement aujourd'hui. Il y a une forme d'indécence quand même. Je trouve que le chef d'état-major et le vice-ministre de la Défense s'est déplacé, il a suspendu sa visite, je crois qu'il était à la 2e RM ou la 3e RM, sur Alger, et qu'il a mis en place une commission d'enquête. Ça, c'est d'un point de vue de forme. M. Metaoui parlait de commission d'enquête. L'armée, généralement, elle ne communique pas quand il y a des accidents. Ce n'est pas comme l'aviation civile. Il y a peut-être les mêmes procédures, le même checklist pour faire les enquêtes, mais elle ne le communique pas. Mais en tant que citoyen, la commission d'enquête doit au moins, c'est dans le pire des cas, ça, hein, je ne parle pas dans le meilleur des cas, communiquer au moins pour les familles des victimes, qu'elles sachent pour qu'elles fassent leur deuil, qu'elles sachent ce pourquoi l'avion s'est crashé. Et deuxièmement, l'opinion publique nationale devrait être au courant dans les formes. Il se trouve que l'avion, l'Ilyushin, est un avion, beaucoup de gens ont dit c'est 224 passagers, etc. Ça dépend de quelle configuration. On peut le monter à 350, à 360. Sa visite a été faite en Russie. Et en Russie, il y avait une équipe de jeunes officiers algériens qui ont suivi toute la maintenance. En plus, la maintenance, et il ne faut pas oublier que c'est un vol régulier de l'ANP. Hein. C'est un vol régulier, ce n'est pas un vol qui est sorti ex nihilo de nulle part. C'est un vol régulier qui faisait ou Constantine ou Béchar Tindouf. Donc voilà. Et je pense que beaucoup d'hommes politiques devraient être dans la retenue au lieu d'échafauder des plans. Il y a aussi là aussi une forme d'indécence. Je crois qu'il faut appeler à la retenue et laisser les choses se faire. Quoi. Une forme d'indécence. Comment vous avez trouvé la réaction des autorités face à ce drame? Avant toute chose, je pense que effectivement, on a été tous affectés. Hein. Même quelques jours après, nous sommes encore subjugués par l'émotion. Moi, le premier, je pense plusieurs millions d'Algériens. Je pense à travers votre reportage, on le décèle aisément. Un drame effectivement humain, avant qu'il soit politique ou autre. Un drame humain dans lequel nous avons quand même, rappelons-le, perdu 257 personnes. Je me réjouis effectivement de voir le chef d'état-major, vice-ministre, se déplacer et ne serait-ce que changer son programme pour pouvoir apporter, autant que faire se peut, cette action dans ce fameux marasme qui est béant et existant, notamment des autorités. L'absence des autorités, effectivement, c'est de l'indécence, voire même de l'insolence. Vous savez, dans un État normatif qui est régi normalement et qui obéit au fait à la démocratie, aux principes démocratiques, on aurait dû avoir une cellule de crise, diligenter une cellule de crise, une cellule de communication également, car la communication en ces temps, elle est très importante, ne serait-ce qu'envers les premiers, les familles absolument, les premiers concernés, les premiers protagonistes, ne serait-ce que pour leur permettre de faire leur deuil. Tout à fait, entièrement d'accord. Décemment et convenablement. Et puis ensuite, aussi une cellule, mais bon, ça c'est un peu aux antipodes de ce que nous vivons aujourd'hui, une cellule aussi psychologique, parce qu'ils ont besoin de soutien psychologique, que ce soit les familles des victimes, à moyen et à long terme. Et même les collaborateurs mais également les collègues, absolument, oui, j'en viens. Donc vous voyez, ça c'est, on va dire, dans un monde idéal. Aujourd'hui, nous sommes face à ce que je disais tout à l'heure, un régime ou plutôt des gouvernants qui se sont octroyés, qui se sont accaparés le pouvoir pour se l'accaparer, mais sans pour autant prendre la responsabilité qui incombe derrière, et notamment, je dirais, prendre en considération le peuple algérien en tant que tel, en tant que peuple. Donc aujourd'hui, oui, effectivement, je vous rejoins. C'est un drame auquel je ne voudrais pas me instrumentaliser comme certains le font. Gardons de la retenue, effectivement. Essayons d'y apporter plus on va dire, d'éléments factuels à travers cette commission d'enquête, que je rappelle également, vous savez, l'armée à travers le monde a ce qualificatif qui est la grande muette. La grande muette, comme son nom l'indique, en fait, elle remplit ses prérogatives, mais elle communique rarement en fait, publiquement. Donc c'est aux autorités de le faire. Je pense, et j'exhorte d'ailleurs aujourd'hui cette autorité, ou du moins les instances concernées, d'apporter le soutien, qu'il soit moral ou même voire pécunier financier, parce qu'au-delà de perdre des êtres chers, ils ont perdu aussi des sources de revenus, me semble-t-il. Faisal Metaoui, on a entendu Mohamed Issa, ministre des Affaires religieuses, offrir un couscous à la mémoire des victimes. Et aussi, on a décrété 3 jours de deuil, et beaucoup n'ont pas compris pourquoi on a laissé des matchs se dérouler hier. Donc, la Coupe d'Algérie entre les MCA et la GSK, où il y a eu des affrontements. On va essayer de voir donc ces affrontements. On va voir la vidéo et on revient.
Faisal Matawi, vous avez vu les images, Faisal Matawi, des scènes où on n'a rien compris. On a vu des pères, des mères qui ont enterré leurs enfants le matin et l'après-midi, on voit ces affrontements entre les deux équipes, les supporters. Oui, absolument, il n'y a rien, c'est inexplicable. Comment on parle de deuil national qui dure 3 jours, ça veut dire qu'il devait se terminer vendredi soir à minuit, et on ordonne l'organisation d'un match, que ce soit le président de la fédération Khaled Zetchi ou le premier ministre Ahmed Pia, qui a été donc interrogé aujourd'hui par les journalistes sur cette question. Les réponses ne sont pas du tout convaincantes. Comment on célèbre et on danse un match de football alors que les familles sont en train d'enterrer les leurs, ils sont en pleurs et qu'il y a un réel deuil parmi les Algériens. C'est celui qui a pris la décision de maintenir les matchs de la Coupe d'Algérie a pris une décision irresponsable, complètement irresponsable. Vous avez vu qu'est-ce que cela a donné. Et les matchs de football sont devenus maintenant une habitude. Les scènes de violence, il y a eu des scènes de violence également entre le MCO et le CR Belcourt, où il y a eu des scènes de casse, des scènes de violence, etc. À l'intérieur et en dehors du stade, la même chose. Donc à Constantine, il y a des responsabilités qui doivent être maintenant désignées après ce scandale, parce qu'à mon avis, c'est un véritable scandale. Une dernière question, Faisal Matawi, je vais vous laisser partir. Est-ce qu'il est temps de débattre du budget de l'armée, Faisal Matawi? Beaucoup de questions sur ce budget, l'état de l'équipement militaire, des conditions dans lesquelles se déroulent les grosses opérations d'achat militaire. Oui, je pense qu'il y a une question de transparence et cette question est posée d'une manière récurrente depuis longtemps. Il est vrai que l'Algérie maintenant est située dans une zone très instable. Ce qui se passe avec les groupes armés qui subissent là-bas, les crimes transfrontaliers, l'instabilité qui est subie également en Libye. La Tunisie est un pays très fragile. On a tendance à penser qu'un pays doit renforcer son armement, son équipement militaire, mais que cela se fasse bien sûr dans la transparence. C'est aussi le rôle du Parlement. Vous savez qu'au Parlement, il y a une commission de défense nationale et même au Sénat, probablement qui devrait demander des comptes au ministère de la Défense, aux responsables de l'équipement militaire, pour qu'il y ait de l'information. Bien sûr, on ne dit pas qu'il faut tout dire, parce qu'il y a toujours des aspects sécuritaires à sauvegarder, des aspects secrets à maintenir dans la défense d'un pays et la défense contre les menaces extérieures, mais la transparence, il me semble qu'elle est nécessaire, que ce soit sur l'achat d'armement, sur le contrat d'armement, mais également sur la maintenance notamment des avions militaires. Très bien. Yatik Saha, Faisal Matawi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Yatik Saha. Je reviens à vous, monsieur Nouran. Donc, comment était cette réaction des autorités? Et aussi, on a vu ces violences. Pourquoi on a fait laisser jouer ces matchs? Je crois que le deuil national rend éligible la suspension de toutes les activités, qu'elles soient culturelles et sportives. C'est la moindre des choses qu'on puisse restituer tout ensemble de l'affection, de l'amour aux familles des disparus. Je pense que ceux qui ont autorisé ces matchs ou qui les ont maintenus doivent, une commission d'enquête parlementaire, si on avait un parlement qui fonctionnait, les convoquerait et leur dirait pourquoi. Et puis il y a un gouvernement, il y a un ministre des Sports. Bon, les fédérations généralement sont plus ou moins, elles sont plus affiliées à la FIFA, à la Fédération africaine de football, etc. Mais il y a quand même une tutelle chez nous qui est omniprésente. Je veux dire, on ne devient pas président de la FAF par le Saint-Esprit. Il faut vraiment avoir des réseaux et pour pouvoir y accéder.
au-delà du vote démocratique qui se fait. Donc ces gens-là doivent rendre compte. C'est un problème moral. Je dirais même plus, ça renvoie à une espèce d'éthique qui doit être partagée par tout le monde, de quelle obédience philosophique, religieuse ou politique que vous soyez. Et ceux qui parlent peut-être de mépris. Je ne dirais pas mépris. Pour moi, je ne peux pas employer ce mot, c'est méprisant, mais disons que c'est irresponsable. C'est irresponsable. J'irai plus loin d'ailleurs, effectivement, je rejoins notre ami sur son analyse, mais je pense que cet incident, au-delà de tout ça, en fait, met en exergue une chose très importante, d'ailleurs parmi tant d'autres, beaucoup plus d'incidents se sont produits par le passé qui mettent aussi en exergue cette situation dans laquelle nous vivons finalement. Parce que moi je suis assez cartésien et assez synthétique. Je pars du principe qu'il faut comprendre les tenants pour mieux comprendre les aboutissants. Aujourd'hui, oui, cet incident reflète malheureusement, d'un point de vue gestionnel, ce manque d'interface, effectivement, je vous rejoins, entre la FAF et son ministère de tutelle qui est le ministère des Sports, et à hauteur plus élevée aussi le Premier ministre, et l'exécutif, le chef d'exécutif, et aussi le président. Donc vous voyez, d'une manière assez triviale, vous savez qu'on ça va très mal en haut de la pyramide, par effet de ruissellement, ça va très mal à la base. Donc aujourd'hui, effectivement, cet incident reflète, c'est ce que je disais en introduction tout à l'heure, cette crise politique latente, cette crise, ce vide sidéral au haut du sommet, qui finalement, j'ai envie de vous dire, on n'a plus de pilote dans l'avion. Sans jeu de mots, bien sûr, mais oui, je... Et Ben Issa qui dit, on offre un couscous à la mémoire des... Oui, mais ça, vous savez, je vais vous dire une chose, nous avons tout le temps été, par la nuit des temps, sur la scène politique, dans un exercice singulier, que ce soit dans la sémantique, que ce soit dans le vocabulaire, que ce soit dans la présentation, dans l'exercice en lui-même d'ailleurs. On parlait tout à l'heure d'obédience, d'allégeance et autres. Donc on n'est jamais dans l'exercice politique au sens du terme, avec la quintessence de cet exercice, avec les lettres de noblesse qu'elle devrait avoir. Donc moi je suis pas étonné. D'ailleurs j'avais dit une fois que sur la scène politique en Algérie, on a le devoir et l'obligation de ne plus être étonné de tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. Oui, mépris ou pas, ou peut-être même maladresse quelque part, parce que finalement, je veux dire, le background de ces gens-là est très sibyllin et voire même parfois qui sortent de nulle part pour reprendre des responsabilités. Donc on revient aussi sur cet effet de compétence, exactement, et non plus et plutôt sur un système d'obédience aujourd'hui. Très bien. Ils me disent qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Je veux vous laisser chacun une petite minute pour s'exprimer, pour faire un peu le... Ce qui attend par rapport on va revenir un peu et quitter ce côté douloureux et qui nous affecte tous, revenir à cette histoire du 5e mandat. Tout le monde s'accorde à dire, et tous les responsables de partis politiques s'accordent à dire qu'il faut une transition. La transition ne vient pas comme ça, il faut la construire. En sciences sociales, on appelle ça la transitologie. Nous étions dans un centralisme démocratique avec un État profond que les services eux-mêmes ont contribué à construire. Il faut déconstruire. Il faut que notre nation repose exclusivement et uniquement sur le droit. Deuxième élément. Et cette transition, regardez avec l'Union soviétique, tous les oligarques du début ont tous été en prison. Pour une seule raison, ils ont voulu s'approcher du pouvoir. Nous avons des oligarques qui sont à la périphérie du pouvoir, et ces oligarques-là ne font pas peur. Le seul qui a fait peur à un moment donné, c'était M. Rebrab, pour uniquement une seule raison, c'est qu'il c'était le premier contributeur après son attraque au Trésor public. Et deuxièmement, ça commençait à devenir un monsieur des médias, avec l'affaire El Khabar TV, etc., etc. Quand vous avez l'argent et le Khabar, vous approchez du pouvoir, donc il fallait casser. Ça, c'est des choses évidentes. Il y a un chantier immense pour qu'on rentre véritablement en démocratie. Il y a un chantier immense à réaliser. Moi, j'aimerais conclure sur une note positive, quelque part. L'alternative, effectivement, elle existe, l'alternative, si ce n'est que c'est un exercice collectif. Je vous rejoins. C'est un exercice inclusif, dans lequel tout un chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Aujourd'hui, moi, ce que je retiens de cette tragédie et ce drame national, c'est que le peuple algérien a su montrer qu'il pouvait s'unir et se réunir autour d'une cause, certes dans la douleur et dans la souffrance, mais a su, du nord au sud, d'est en ouest, de toutes couleurs, de toutes les couleurs de peau, de toutes les sensibilités. Absolument. Et j'aimerais que justement cette résilience forte et cette unification quelque part soit aussi un levier de pouvoir construire un avenir collectif et commun. Parce qu'aujourd'hui, on vit aussi une tragédie autre qu'humaine, c'est la tragédie du peuple, du pays, et son devenir.
Donc j'aimerais que ce soit un catalyseur dans ce sens et permettre que le peuple algérien finalement prenne son destin en main. Très bien. On a une petite vidéo. On a essayé de faire un petit montage avec les photos des victimes en hommage donc, à ces victimes. Inch'Allah, on n'a pas oublié beaucoup de ces personnes. On a essayé de ramener des photos sur les réseaux sociaux. Donc, je vous laisse avec cette petite chanson qui rend hommage aux victimes et je vous salue à leur manière. Slama. موطني